Bonjour Stanley, donc chercheur Bonsoir. NIA dans l'équipe Aramis, et vous êtes à Paris à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, et vous avez lancé l'idée de construire un cerveau numérique. Un cerveau numérique, c'est-à-dire quelque chose qui développe des maladies neurodégénératives, donc in silico, des maladies comme Alzheimer ou Parkinson. Et quand on sait que en biologie, on ne sait pas quelles sont les causes de ces deux maladies, des maladies neurodégénératives, on comprend l'ampleur du défi que vous vous êtes lancé. Oui, bah effectivement, ce projet, c'est un peu un pari, un peu fou et surtout très naïf d'essayer de faire rencontrer deux sciences que tout oppose. L'informatique, et on le voit, qui est une science jeune, enthousiaste, en pleine expansion, qui a des résultats extrêmement spectaculaires. Alors que la biologie... Quand on regarde l'étude des maladies neurodégénératives, qui est un sujet qui m'intéresse particulièrement, ça fait 20 ans effectivement que le champ disciplinaire enchaîne des convenus sur des convenus. Il y a 20 ans, je n'envoyais pas encore mon premier message électronique, j'étais au lycée. Et il y a 20 ans, on élaborait les premières hypothèses sur la maladie d'Alzheimer. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, on ne sait toujours pas valider ou réfuter ces hypothèses de manière indubitable. Et dans la même période, l'industrie pharmaceutique a dépensé des milliards de dollars d'investissement pour trouver un traitement contre ces maladies. Et aujourd'hui, il n'y a aucun traitement. Je ne parle même pas pour guérir la maladie, mais simplement, ne serait-ce que pour la retarder de quelques années. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc oui, on a la rencontre entre deux champs disciplinaires que tout oppose. Une des raisons des difficultés pour les maladies neurodégénératives, je crois, c'est qu'on a souvent considéré la phase la plus tardive de la maladie, celle que tout le monde connaît bien, celle où les symptômes sont manifestes, où un neurologue peut établir un diagnostic. Et on sait aujourd'hui que pendant des dizaines d'années avant, dans la vie des individus, la maladie... Des dizaines. Des dizaines d'années oui. Probablement, même si évidemment ces phases-là sont beaucoup moins renseignées, beaucoup moins étudiées. Donc l'idée du projet, c'est de récupérer les données des patients qui sont allés consulter leur neurologue, justement dans ces phases dites présymptomatiques, avant les symptômes, qu'on a renvoyés chez eux sans trop savoir quoi leur dire, et de récupérer ces données-là pour construire effectivement un modèle numérique de la maladie. Est-ce qu'ils ont quand même passé des scanners, des IRM, ces gens-là, ou pas Oui. forcément? Oui, soit dans les cas de protocoles de recherche, soit dans le cas de la pratique courante. Et donc on peut construire un modèle numérique qui est une sorte de réplication in silico de tous les effets de la maladie qu'il peut avoir sur la structure, la fonction et le métabolisme du cerveau. Donc ça, c'est l'objectif du projet. L'objectif, c'est de dire, on veut comprendre effectivement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe pendant ces dizaines d'années, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau des individus. Et on veut faire plus que ça, on veut aussi être capable de prédire ce qui va arriver dans le futur de la vie des patients. Alors quand je dis que je vais faire un modèle numérique, et vous m'avez d'ailleurs posé la question tout de suite, c'est mais comment vous allez faire, puisque justement vous ne savez rien sur les mécanismes fondamentaux de cette maladie. La réponse, elle est simple. Quand un enfant apprend à parler, vous ne lui apprenez pas la grammaire et la conjugaison. Un enfant, il apprend à parler parce qu'il répète ce que disent ses parents, parce qu'il combine, parce qu'il fait un jeu de copier-coller, de Lego un petit peu avec le langage. Et puis quand il atteint un certain degré de maturité, effectivement, il est capable de comprendre les structures du langage et permettre de l'exercer de manière autonome. Donc on va suivre exactement ici la même approche. Et donc on peut dire par exemple, je vois un patient ici à 3 instants dans le temps, toute l'information que je peux recueillir sur ce patient-là. J'en ai un autre que je vois 2 fois, j'en ai un troisième, etc. Et donc l'idée, c'est de prendre l'ensemble de ces données et d'essayer d'un certain point de vue de reconstruire à partir de tous ces petits morceaux d'exemples, de petites histoires individuelles, de reconstruire la grande histoire de la maladie à travers tous les stades. Une fois qu'on est capable de construire ce film, on sera capable déjà de comprendre beaucoup mieux effectivement toutes les intrications, les interactions très complexes entre tous les effets de la maladie, comme je dis, sur la structure, la fonction, le métabolisme. On sera capable de faire plus parce qu'on va dire maintenant que j'ai construit cette histoire, je suis capable de la personnaliser. Ces modèles, ils ont des paramètres, on peut le modifier pour aller regarder ce que ça se passe dans la vie d'un patient donné et être capable du coup de prédire quel sera son avenir. Alors le grand problème, c'est que la plupart des algorithmes et des méthodes d'aujourd'hui, issus d'un peu de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage statistique, ils ne sont pas capables de résoudre ce problème-là. En fait, il y a 3 grandes raisons, je ne vais pas être trop technique, mais le vrai problème, c'est de savoir comment on prend le temps en compte. Si on est sur des très grandes échelles de temps, on observe les gens très peu de fois, et quand on les observe, on ne sait pas où ils en sont dans leur maladie. Donc c'est quelque chose qu'il faut estimer en plus de tout le reste. Il n'y a pas de marqueur temporel de la maladie. Deuxième raison, c'est qu'on a des données qui sont essentiellement issues de l'imagerie médicale. Ces données, elles sont, comme on appelle, très structurées. Ce n'est pas juste des suites de nombres, comme dans la plupart des algorithmes, c'est une distribution spatiale des données qui est très spécifique. Le cerveau, il y a plein de choses qui sont quand même connues sur son anatomie, sur sa fonction, qu'il faut prendre en compte dans les modèles. Ça, c'est particulièrement difficile. Et enfin, beaucoup d'algorithmes utilisent peu d'informations sur un très grand nombre d'individus. On l'a vu dans les présentations précédentes, un tweet de 140 caractères pour des millions d'utilisateurs. Là, je peux avoir des gigaoctets d'informations pour un patient à un moment donné dans le temps, mais j'en ai 100, 1000 dans le meilleur des cas.
Là aussi, ça soulève du coup le besoin de développer des nouvelles approches. Et donc le projet ERC qui consiste justement à poser un peu les premières pierres pour construire ces modèles mathématiques et ces méthodes statistiques pour être capable de construire les modèles numériques des maladies neurodégénératives. Voilà, donc on a ces difficultés, on a quand même réussi à avoir quelques résultats préliminaires qui disent que le défi est peut-être pas si fou que ça, il est peut-être réaliste. Et en tout cas, j'espère que le meilleur reste à venir. Merci. Alors, en physique, ça se fait déjà de modéliser des climats, des tas de choses. En biologie, j'ai bien compris que ce n'était pas la même chose parce que les lois, on les met dans l'ordinateur en physique, alors que là, on ne les connaît pas, les lois en biologie. Mais est-ce que le monde de la biologie est prêt à votre approche? Comment est-ce que vous êtes accueilli par ce monde de la biologie? Alors, il ne faut pas faire de généralité parce que dans la biologie, il y a certains phénomènes, et il y en a beaucoup de chercheurs derrière l'INRIA qui font ça, où à l'échelle par exemple moléculaire, les lois sont suffisamment bien connues pour être capables de faire des modèles à la physique, où on va effectivement inclure les lois et puis étudier le comportement de systèmes complexes. Donc ça, c'est toute une approche qui existe aussi. Effectivement, qui ne s'applique pas ici dans ce cas particulier, qui est celui de l'étude de ces maladies, à l'échelle à la fois spatiale et temporelle à laquelle on regarde. Donc là, effectivement, c'est un peu l'exemple de l'enfant qui parle que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire ce qu'on va chercher, c'est à utiliser l'informatique pour découvrir ces lois, pour élaborer de nouvelles hypothèses qui vont être après pour être validées par les biologistes. Est-ce que la biologie est un champ prêt pour cela? Oui, je crois, de plus en plus. C'est pas la biologie, c'est les biologistes. Ma là, question. Oui. C'est sûr que c'est une science qui, d'un certain point de vue, est en retard. Je ne sais pas s'il faut dire en retard, mais dans lequel l'informatique, la modélisation et les mathématiques sont peut-être entrées de manière plus tardive. Mais ceci dit, je crois que les choses changent extrêmement rapidement. Et donc j'ai la chance de travailler à l'Institut du cerveau et de la moelle, où c'est clairement un endroit où... Là, vous êtes bien accueilli. Là, on est très bien accueilli. Ok, d'accord. Mais ceci dit, le fait d'avoir une bourse ERC dans cet environnement, effectivement, très biologie et médicale, je crois est un facteur vraiment important pour permettre de comprendre que l'informatique, c'est aussi une science à part entière. Et ce n'est pas juste quelque chose qui délivre un service aux autres. Et le fait d'être accueilli à l'ICM, j'imagine, pour vous, c'est une force de frappe importante parce qu'il y a des biologistes, il y a des médecins, il y a des malades, il y a toutes les installations d'IRM, etc., possibles et imaginables. Et puis à vous. Donc tout est réuni là pour bien avancer, non? Oui, c'est un environnement qui est assez extraordinaire. D'ailleurs, je pense que je n'aurais pas eu l'idée de ce projet-là si je n'avais pas été à cet endroit-là particulier, pour avoir les interactions avec effectivement les neurologues, avec les biologistes. Donc c'est à la fois effectivement un terreau dans lequel on peut nourrir une réflexion, dans lequel aussi on peut mener nos recherches. Donc tout est réuni pour réussir normalement. Vous avez 36 ans, votre ERC elle a commencé en septembre, oui. Mais en même temps vous étiez déjà sur un projet collaboratif. Oui. Et du coup là vous vous retrouvez à 36 ans à la tête d'une équipe de 10 personnes. Oui, c'est ça à peu près. D'accord. Donc c'est un gros coup de booster quand même cette ERC. Oui, ça change d'encore finalement recruter des personnes sur le ERC. Ah bon. D'accord, c'est vraiment que le début alors. Ce n'est que le début. Ouais. Oui, c'est un champ qui aussi nécessite beaucoup de force de travail, puisqu'il y a non seulement la pensée effectivement sur les algorithmes, sur les mathématiques, et puis il y a aussi toute l'implémentation, l'expérimentation sur les données réelles. Et ça demande effectivement beaucoup de travail et beaucoup de personnel. Donc ces bourses sont vraiment les bienvenues pour pouvoir effectivement avoir la masse critique, pour reprendre un terme consacré, et pouvoir mener ces recherches. Ok, et 10 personnes, c'est même pas encore la masse critique, parce que ça va encore augmenter, d'après ce que j'ai compris. Ok, merci beaucoup Stanley.